toutes. Merci d'être présente pour ce nouvel épisode du podcast Les femmes inspirantes, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pascale Pagès, avec qui nous allons parler des femmes-S. Nous allons parler de ce que ça signifie pour elles d'être une femme unique aux multiples facettes. Nous allons aussi évoquer la question de la liberté pour les femmes aujourd'hui, et particulièrement en cette période de post-pandémie. Et puis, nous allons parler aussi de l'avenir des femmes, de la manière dont nous voyons la possibilité pour les femmes de prendre encore plus leur place dans la société, dans les entreprises et dans leur famille. Alors, bonjour Pascale, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Ida, merci de me donner la parole. C'est avec grand plaisir. Est-ce que pour démarrer, tu serais d'accord pour te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, donc, tu as dit, je m'appelle Pascale Pagès, j'ai 36 ans, je vis en couple, j'ai un petit garçon de 16 mois et je vais bientôt avoir une petite fille. Voilà. Félicitations, j'apprends en même temps que vous, donc Pascale, alors attends, un bébé, ça je le savais, mais que c'est une petite fille, je l'apprends à l'instant avec vous. C'est chouette, bravo. Merci. Donc, du coup, j'ai un diplôme de responsable d'entreprise d'économie sociale et solidaire, mais ça n'est pas dans ce domaine-là que j'exerce. Je viens juste de quitter des fonctions de gérante de boulangerie-pâtisserie, une PME de 13 salariés. Et donc, j'ai exercé ces fonctions pendant 8 ans avec mon mari, qui est lui-même pâtissier. Et j'avais fait ce choix pour travailler en famille. Pour travailler en famille, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de vos projets? Oui, bien sûr. Alors, donc on a aujourd'hui, puisqu'on vient de quitter ensemble ces fonctions de gérant, grâce au travail que j'ai fait avec toi, Ida, ça m'a permis de concilier le projet que lui avait de créer à nouveau une boulangerie, mais pour lui-même, et le projet que moi j'avais de me réorienter dans un métier de la santé, d'essayer de conjuguer ces deux thématiques pour n'en faire qu'une, puisque je continue à avoir le désir, on va dire par-dessus tout, de travailler en famille et de créer quelque chose que je puisse transmettre aussi à mes enfants. Où mes enfants puissent être fiers de ce qu'on avait avec leur père construit. Donc voilà, l'objectif est de créer une boulangerie-pâtisserie, mais dont la fonction serait de remettre en question le modèle classique, c'est-à-dire le modèle qui est notamment tourné vers le gras, le sucre, ce qui crée beaucoup de dépendance, beaucoup de problématiques comme le diabète, l'obésité, et je suis contre ce lobby du sucre. Et voilà, c'est ce vers quoi j'ai envie de m'engager. Et voilà, j'ai envie de m'engager afin de fournir un système alternatif, tout simplement. Ouais. Je trouve ça formidable. J'étais avec une personne juste avant qu'on ouvre la salle Zoom ensemble et je parle souvent de ton projet. Je dis souvent, voilà, Pascale, elle est en train de faire un truc formidable. Elle est en train d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie et d'expliquer aux personnes qu'on peut se rassembler, vivre ensemble des beaux moments, prendre du plaisir en prenant soin de notre santé et de ce qu'on se met dans la bouche. Donc voilà, moins de sucre, moins de gras et voilà, je sais que tu auras envie de faire des conférences aussi, enfin vraiment de sensibiliser le plus de monde à ces sujets-là et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc voilà, vraiment bravo. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire pour te présenter? Non, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont inspirée dans mon parcours, notamment ces dernières années. Je pense en tout premier lieu à un ami proche qui est directeur de la protection civile de Paris et qui est vraiment une personne qui m'a renvoyé un miroir de mon potentiel et de ce que pouvait être communiqué sur la santé
préserver la santé. D'ailleurs, j'ai fait une formation de secourisme avancée auprès de la protection civile de Paris. Euh, voilà, sensibiliser à la santé, sensibiliser le plus grand nombre. Et Ouais. c'est vraiment un modèle que j'ai envie de suivre. Superbe. Il y en a eu d'autres personnes que tu aimerais évoquer qui t'ont inspiré ces dernières années? Bah oui, toujours dans la santé, pareillement une cliente avec qui j'avais bien sympathisé, qui s'est réorientée d'entreprise, hein, parce qu'elle est docteur en pharmacie, mais pour faire davantage peut-être un peu moins d'argent dans son métier, mais qui a choisi de travailler sur les traitements en immunothérapie pour les cancers. Et c'est Hmm, quelque chose avec lequel j'ai beaucoup discuté avec elle et qui m'inspire énormément. hmm, formidable. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui nous écoutent sur ces inspirations que tu as eues d'autres personnes et peut-être sur cette prise de conscience que tu étais entourée de personnes aussi inspirantes qui pouvaient toi-même t'amener à faire des choses nouvelles, différentes? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces femmes qui nous écoutent? Bah, qu'on peut déplacer sa ligne d'horizon, en fait, j'aurais envie de dire ça. Hmm, C'est le programme de l'école des femmes me l'a fait vivre concrètement, m'y a amené quotidiennement, je vais dire, avec des séances de co-développement où il y avait beaucoup d'entrepreneurs, femmes, parfois beaucoup plus jeunes que moi, et qui avaient dépassé leurs peurs, leurs pensées limitantes. Et pour se réaliser, et du coup, ça, bien sûr, ça inspire. On se dit qu'à ce moment-là, bah pourquoi ne pas le faire soi-même, en fait. hmm. Les barrières qu'on se met ne sont peut-être pas fixes. Les barrières qu'on se met ne sont peut-être pas fixes. J'aime beaucoup cette idée-là. Ouais, 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 ouais. Et le fait de regarder des personnes qui le font, qui sont proches de nous, qui peuvent nous inspirer, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aide? Ou en tout cas, est-ce que toi, ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a donné... Parfois, on a besoin de courage, on a besoin d'être rassuré aussi. Ça paraît normal, on peut avoir peur de franchir justement ces barrières ou de les faire bouger. Est-ce que le fait d'avoir regardé ces personnes inspirantes autour de toi, d'avoir parlé avec elles, dans quelle mesure ça t'a aidé? Alors moi, ça m'a surtout libéré ma créativité. Ah oui. Chose dont je croyais être dépourvue avant de rentrer dans le programme. Et ce que j'appréciais dans mes études d'économie sociale et solidaire, c'est de se dire que un problème, un type d'économie peut ne pas être pris comme on l'entend habituellement. On peut trouver des solutions alternatives. Et c'est ce que j'ai vécu à travers le programme, c'est de prendre une problématique par différents angles, avec toutes les expériences qu'avaient toutes ces femmes, avec des visions très pertinentes à chaque fois, toutes différentes. Et voilà, ça m'a fait croire que, et je me suis convaincue maintenant, que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la solution le jour même que la solution n'existe pas. Hmm. Un peu de recul, une prise de conscience, une lecture, un moment d'éveil, ça peut offrir des solutions qu'on ne voyait absolument pas. Hmm. Ouais. Et du coup, rester au contact d'autres personnes, de personnes inspirantes, etc., bah, c'est se donner la possibilité finalement d'ouvrir son champ de vision, comme tu dis, prendre du recul pour voir plus large. Et c'est ce que tu as fait et c'est ce que tu fais, donc c'est formidable. Super. Alors, je te propose qu'on aille sur le sujet des femmes-S. Alors, femmes-S, j'ai un peu inventé ce concept parce que j'avais envie de parler des femmes uniques, celles que nous sommes toutes, avec toutes ces facettes qui font finalement une infinité de combinatoires possibles et qui fait notre singularité à chacune d'entre nous. Donc voilà, parler des femmes, femmes-S, des femmes uniques avec
avec toutes ces facettes à exprimer. J'aimerais bien savoir ce que toi, tu mets sur ce terme de femme-S. Peut-être la première fois que tu l'as vu ou que j'en ai parlé, comment ça a résonné dans ton esprit? Alors, ça a résonné de façon à ce que j'étais dans une problématique d'arriver à conjuguer ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie de couple. Donc ça, je m'y retrouvais pas du tout. J'avais une souffrance par rapport à ça, mais je n'en avais même pas conscience, que c'était parce que j'arrivais pas à conjuguer eh bien, tous ces domaines de vie. Et je pense aujourd'hui que ce qui permet d'être heureux, d'être créatif, c'est justement de reconnaître son entièreté, son unicité, de ne pas devoir faire de choix qui renient une partie de soi-même. Et j'avais conscience que j'étais dans la boulangerie au sein d'un milieu extrêmement machiste, chose que je n'avais pas d'ailleurs vécue avant dans les autres milieux que j'avais fréquentés. Intéressant. Ça m'a... Bon, j'ai appris à faire avec, mais c'est vrai que ces milieux-là, machistes, demandent de faire un choix, qui m'a d'ailleurs été dit assez crûment à des moments, de dire, bah oui, mais on ne peut pas être gérante si on a des enfants. Et je trouve ça proprement révoltant et scandaleux d'entendre ça encore au XXIe siècle. Je trouve ça parfaitement rétrograde. Et je pense que ça limite de façon fausse les femmes et que si l'entreprise aujourd'hui reconnaissait plus que, eh bien, on peut être une femme et que si on est une femme épanouie parce qu'on a une vie de famille, une vie de couple, eh ben, on en sera d'autant plus productive en entreprise, créative, à l'origine de nouvelles solutions. Et il faut arrêter de vouloir masculiniser les femmes comme étant un gage de productivité, en fait, je trouve. C'est une phase hyper forte que tu viens de dire là. Il faut arrêter de masculiniser les femmes pour en faire des outils de productivité ou comment tu as dit la fin je crois que tu as dit ça, on pourra réécouter au replay, mais en tout cas, j'ai entendu productivité et je trouve que c'est tellement, tellement juste de le dire comme ça. On s'est tellement conformé pour réussir à finalement fonctionner comme des hommes. Hein. Ça a été un peu... Alors, ça a été notre manière d'être accepté dans le groupe. Hein. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on travaille. Hein. Faut quand même rappeler qu'on a le droit de travailler et d'ouvrir des comptes en banque sans l'autorisation de nos maris que depuis 1965. Donc, hein, on est toutes jeunes, hein, les femmes sont toutes jeunes. Mais ouais, que tu le formules comme ça, je trouve que ça donne encore une autre perspective à cette idée-là et à l'étape dans laquelle on est aujourd'hui pour les femmes, qui est, bah oui, ça y est, on est là, on est présente, on est diplômée, on est compétente, donc on est plus diplômée que les hommes hein, quand même en France. Faut le savoir. Donc ça, c'était pas vrai dans les années 60, mais aujourd'hui, ça l'est. On a rattrapé largement le retard en termes de compétences et de savoir et de connaissances. Pour autant, il y a encore des choses qui nous brident et qui nous empêchent d'être à nos places. L'environnement, comme tu viens de le citer, c'est-à-dire si tu ne te comportes pas comme un homme, bah, tu ne peux pas avoir les places de direction. Voilà. Et puis, il y a peut-être nous aussi qui ne prenons pas notre place en tant que femmes et avec nos spécificités de femmes dans l'environnement et dans nos organisations. Donc toi, c'est ce que tu as fait. Du coup, tu as osé. Tu as osé avoir un enfant, tu as osé en avoir un deuxième maintenant. Tu vas ouvrir ta propre boulangerie-pâtisserie avec ton mari en ayant des petits avec toi. Qu'est-ce qui, à ton avis, t'a permis d'avoir cette audace? La réflexion sur mes valeurs et surtout une rétrospective de ma vie sur ce qui m'avait donné le courage à des moments de me dépasser plus que ce que j'aurais pu jamais imaginer. Il y a eu des phases hein, dans ma vie où je me suis dépassée comme ça. Et, et j'ai vu qu'à chaque fois, c'était avec le soutien de ma famille. Que ce soit mes parents, mon conjoint,
mon fils. Donc, je me suis dit, bon, faut continuer dans cette lignée-là. Voilà, ça me réussit, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, je pars comme ça. Et si j'ai réussi par le passé, ça va fonctionner dans le futur. Je l'espère. Ouais, tu as été puiser cette force-là dans ton ancrage familial, dans cette joie finalement d'être avec les tiens, d'être avec ceux qui comptent pour toi. Et c'est super intéressant par rapport à ce que tu disais là tout à l'heure. C'est précisément parce que tu es allé te connecter à ce que tu es en tant que femme, en tant que maman aussi maintenant, bah, que précisément ta créativité s'est mise à exploser et ton courage à faire les choses est revenu. J'ai envie de dire revenu parce que comme tu l'as dit, tu l'avais déjà fait. Tu l'avais déjà fait par le passé. Mais il s'agissait d'aller reconvoquer cette ressource que tu avais déjà. Ouais. Est-ce que ça te dirait qu'on parle un peu de la liberté? Parce que je pense que ça parle de ça aussi, ce que tu dis. C'est finalement bouger les barrières ou ouvrir les barrières, bah, c'est aussi parler de liberté. C'est sortir de l'enfermement qu'on peut parfois vivre ou simplement se créer. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui d'être une femme libre? Alors, j'ai conscience qu'on est déjà privilégié dans notre pays euh, d'avoir cette liberté culturelle, je vais dire ça comme Oui. ça. Euh, Parce que je sais ô combien ça n'est pas du tout le cas à travers le monde. Et, et je pense qu'il faut mesurer cette place de privilégié. Et du coup, ne pas aliéner sa liberté. C'est-à-dire que peut-être qu'on est libre, mais je pense que beaucoup, et d'ailleurs, je dirais même hommes comme femmes, euh, choisissent de laisser leur liberté au profit d'eux. Et je mets le mot profit parce que je pense que ça a un vrai lien avec l'argent. Il y a beaucoup de choix qu'on peut faire qui peuvent être par attrait de l'argent ou par peur de ne plus en avoir assez. Et, et ça enferme et ça fait faire des choix qui ne sont pas bons. Et je m'appuie sur ma maman qui, effectivement, a souhaité garder cette liberté, même si à des moments, elle a eu une passe assez compliquée et qu'on l'a vécu là aussi en famille. Euh, et je m'appuie sur ça, ne pas avoir peur d'être libre et de rester libre, même sans argent, parce que l'argent, ça vient, ça part, mais la liberté, elle demeure, en fait. Ouais. Ouais, je pense que tu parles de quelque chose de vraiment intéressant et qui passe beaucoup par l'argent, la sécurité financière, dont bien sûr on a besoin, c'est un des premiers socles. Mais c'est vrai il y a comme deux plateaux d'une balance hein, entre la sécurité, toute la sécurité, et puis du coup pas beaucoup de liberté. Et puis beaucoup de liberté, et puis on n'arrive pas à avoir le minimum, on va dire, matériel pour pouvoir être aussi en sécurité matérielle, tout simplement. Et donc, toute la question est de savoir comment est-ce qu'on équilibre les deux plateaux de cette balance-là. Et ouais, ça me parle beaucoup, là, ce que tu dis là-dessus. Et ça me plaît beaucoup aussi que tu dises les femmes comme les hommes. Parce que, bon, c'est vrai que voilà, dans mon contexte, je suis beaucoup avec des femmes parce que j'ai eu très envie d'accompagner les femmes. Mais je crois que les hommes commencent aussi à dire, on a construit un modèle qui nous a enfermés nous-mêmes. On s'est enfermés nous-mêmes dans cette notion de productivité, de sécurité à tout prix, de matérialisme, etc. Et il y a beaucoup d'hommes qui commencent à avoir aussi envie de vivre autrement. Les jeunes générations aussi ont envie d'avoir plus de temps pour être avec leur famille, les jeunes hommes, je veux dire, hein, être avec leur famille, être avec leurs enfants, voir leurs enfants grandir, etc. Donc, il y a peut-être tout un rééquilibrage global de la société qui est en train aussi de se faire autour de ces questions. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis oui, on est privilégié.
Et je crois que c'est parce que précisément on est privilégié qu'on a presque le devoir de se positionner pour dire à quel point c'est important. Parce que si quand on est en position d'être privilégié, et ça je le dis pour moi parce que je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas assez fait quand j'étais moi-même en responsabilité dans les organisations, c'est d'oser dire que oui, on est privilégié et que du coup, parce qu'on est privilégié, on a un discours à porter. Et ce discours, il va servir à celles qui ont moins la parole, qui ont moins la posture dans la société pour avoir la parole. Voilà. Et donc, oui, reconnaître à la fois qu'on a une certaine chance d'être à cet endroit-là, mais que cette chance, on s'en sert aussi pour poursuivre notre chemin et ensuite emmener aussi avec nous celles qui ont besoin qu'on leur ouvre la voie devant. Voilà. Donc, c'est d'autres femmes en France. Et puis après, ça peut être aussi d'autres femmes à travers le monde parce que c'est bien parce qu'il y a des femmes libres dans le monde que les autres femmes peuvent dire à d'autres endroits dans le monde, pour nous aussi, on veut que ce soit possible. Voilà. Et aidez-nous, soyez présentes auprès de nous. Donc, ouais, ça me parle beaucoup. Et toi, ta propre liberté, tu dirais qu'elle s'exprime comment dans ton quotidien, pour toi-même? C'est faire le choix au quotidien, quelles que soient les conséquences, de respecter mes valeurs. Respecter tes valeurs. Voilà, des valeurs de bienveillance, par exemple dans le management, dans des valeurs d'intégrité, ne jamais mettre ça de côté pour faire de faux compromis. Ouais. Faux compromis pour un peu plus de pouvoir, un peu plus d'argent, voilà, un peu plus de sécurité, se renier, ne pas arriver à, j'aime pas le mot, se regarder dans une glace, mais parce que je pense qu'on y arrive tout le temps à se regarder dans une glace. Même quand on se dissocie de ses valeurs profondes. C'est ça. Ouais. Et voilà, d'être et fier de soi. Ouais. Si on arrive à se regarder dans une glace, en revanche, qu'est-ce qui se passe quand on est tellement en décalage avec ses valeurs profondes, à ton avis, quand on prend pas la liberté, j'ai presque envie de dire le respect de soi. Qu'est-ce qui se passe? On peut se regarder dans la glace, mais Je ne sais pas parce qu'est-ce que qui je se pense que passe? j'ai préféré toujours, depuis que je suis enfant, assumer des conséquences qui étaient certainement lourdes en termes de regard des autres et tout ça, plutôt que de me trouver honteuse par rapport à moi-même. Ouais. Toi, c'était vraiment très important de te respecter et de respecter tes valeurs, ce qu'on t'avait transmis aussi, j'imagine. Ouais. Ouais. Moi, je vois beaucoup de femmes qui se dissocient petit à petit de leurs valeurs et qui vont mal, hein, tout simplement, hein, qui sont dans une espèce de dichotomie où elles savent plus, en fait. Elles savent plus qui elles sont, elles savent plus ce qu'elles pensent exactement. Et il y a un moment donné où on a vraiment besoin de travailler à réassocier tout ça parce que sinon, simplement, elles se perdent. Elles se perdent elles-mêmes. Ouais, tout à fait. Ça t'a amené à dépasser des choses difficiles, le fait de prendre ta liberté et d'être comme ça, chevillé au corps sur tes valeurs. Est-ce qu'il y a des choses que tu as été amené à dépasser? Ah oui, beaucoup, la peur. La peur. La peur et puis le regard des autres. C'est pas du tout quelque chose qui est évident pour moi. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de reconnaissance, besoin de beaucoup être aimé, me sentir entouré. Et, et du coup, souvent, j'ai eu le sentiment de devoir faire vraiment des choix. Et bon, pour moi, c'était vraiment quasiment instinctif. Donc, je ne me serais pas vue faire autrement. Donc, Comment tu as fait? Comment tu as fait parce que pour dépasser cette peur, ce regard des autres qui gêne parfois? m'accrocher à certaines personnes. Parce
que quand on regarde bien, il y a toujours une personne bienveillante, même dans un contexte qui peut être malveillant. Il y a toujours une personne qui a une belle parole, un bon regard, une personne bienveillante. Et j'ai peut-être fait mon huître à ce moment-là. Je me suis accrochée au mamoule, je me suis accrochée au rocher. Mais oui, souvent, je n'ai pas navigué seule. Hein. J'ai bien conscience que la plupart du temps, je me suis raccrochée ou soutenue aux personnes bienveillantes qui m'entouraient en fait, à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est intéressant que ce soit ça qui te soit venu comme réponse parce que le fait, oui, d'être entouré, d'être soutenu, d'aller chercher la parole qui va nous pousser. Alors, la bienveillance, c'est pas la complaisance, c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas forcément quelqu'un qui va te dire exactement ce que tu veux entendre, mais c'est quelqu'un qui va vraiment être là, bah, comme le dit le mot, hein, pour veiller à ton bien, pour veiller à ce que ça se passe bien pour toi. Et voilà, pour celles qui nous écoutent, j'ai vraiment envie de reprendre tes paroles là, parce qu'il s'il y a une première chose à faire, si vous êtes en train de vous poser des questions, si vous êtes en train de remettre en question pas mal de choses dans votre vie et que vous êtes simplement en train de prendre ce courage à deux mains là pour passer à l'action, oui, entourez-vous. Entourez-vous de personnes qui vont vous encourager, qui vont veiller à votre bien, qui vont être positifs pour vous, qui ne vont pas forcément vous caresser dans le sens du poil en vous disant que vous êtes magnifique, formidable, extraordinaire et que vous allez y arriver. Non, non, des vraies personnes qui ont vraiment le souci de votre bien-être et de votre capacité à exprimer qui vous êtes, à exprimer vos ressources, qui vont peut-être vous donner un tuyau, quelqu'un à contacter, soignez votre environnement. Voilà, soignez l'environnement dans lequel vous baignez. Ça, c'est vraiment essentiel. Et soignez les personnes, choisissez les personnes avec qui vous avez envie de partager votre quotidien. Ça, c'est hyper important, hyper important. Super. Alors, pour terminer, j'ai envie de te demander aussi une dernière question avec le contexte actuel, ce qu'on vient de vivre depuis bientôt 2 ans. Là, on a vécu des confinements, on a vécu la crise sanitaire, la pandémie, et puis ce qui est en train de se transformer aussi en crise économique, sociale, etc. Comment tu perçois les choses par rapport à la manière dont ça peut influencer la vie des femmes? Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Déjà, je trouve, comme tu l'as souligné, que la crise sanitaire a engendré une crise sociétale, une crise économique. Et que ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on a essayé de séparer l'être humain de son côté social. Et avec la peur de l'autre. Et ça, je trouve ça mais infiniment dangereux. Infiniment dangereux à long terme. Voilà. On est des êtres de relation et on ne peut pas vivre isolé. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut remettre en question le modèle. Moi, j'ai toujours une phrase de ce que souligne Yann Mathieu Bertrand dans son film Legacy. Il dit que les scientifiques prédisent une pandémie tous les 10 ans. Alors, ça questionne le modèle. Et là, il est vraiment temps de trouver des modèles alternatifs. Et je crois que les femmes peuvent jouer un rôle là-dedans. Comme les femmes ont été à l'origine du microcrédit dans certains pays, Bangladesh, des femmes qui relancent l'économie en Afrique par leur petit business parce qu'elles n'ont pas le choix en fait. Et je pense que là, on est face à quelque chose où clairement, on n'a pas le choix. Et il faut vraiment réinventer un autre modèle qui, pour le coup, peut sembler se dissocier au départ un peu du profit. Mais en fait, je crois réellement que l'économie peut aller de pair avec l'environnement, avec la santé, et que là, il est temps de prendre les choses de façon novatrice et intégrer comme un tout, en fait. Ouais, et les femmes peuvent le faire, je pense. J'entends une grande invitation aux femmes pour prendre leur place, pour innover, pour faire des propositions. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis.
Tu es d'accord avec ça? Tout à Ouais. fait, exactement. Et à conserver le lien social alors des femmes et des hommes en dehors de la maison. Hein, on nous a, bon, on nous a ramené de force à la maison. Les femmes en particulier ont été particulièrement sollicitées pendant cette période. Hein. Elles ont plus fait la cuisine, plus fait les tâches ménagères, plus fait l'école à la maison, plus. Voilà, il y a encore des choses à équilibrer de ce côté-là. Donc, j'entends vraiment voilà, de sortir de son cocon, être dans le lien à l'extérieur, être dans le lien entre nous, entre femmes, et puis innover, se positionner, faire des propositions. Voilà, le monde a besoin de ça, et je pense comme toi qu'il y a de nouveaux modèles qui sont à construire. Et il n'y aura que sur la proposition, sur la force de proposition, que ces nouveaux modèles pourront émerger. Donc voilà, soyons présentes, j'ai envie de dire. C'est la jolie invitation, il me semble, que tu nous fais là. Est-ce que tu auras envie de dire un mot pour clôturer? Je trouve que tu as parfaitement résumé. Donc, je vais voir. Non, c'est On reste là-dessus. Donc parfait. soyons présentes, créons des liens et innovons pour ces nouveaux modèles. Voilà, soyons au cœur de cette transformation qui est en cours. Super. Et ben, écoute, on va clôturer du coup là-dessus. Je te remercie infiniment, Pascal, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt dans l'École des femmes inspirantes, le podcast. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes.